Il y a des gens qui ont réussi à pardonner toutes sortes de choses assez moches aux autres, et qui en même temps diront « mais moi je me pardonnerai jamais d'avoir dit ceci, d'avoir fait cela ». Des erreurs, on en fait tous, ça fait juste partie du fait d'être humain. Ça fait des années que je m'inscris en faux contre ce marketing à l'américaine qui veut nous croire qu'on peut tout changer tout de suite et sans effort. La perfection, je pense que c'est un terme qui nous a foutu dedans, mais quelque chose de grave. Je vise plus la perfection aujourd'hui, je vise la plénitude. Bonjour, je suis Olivier Clerc et j'ai la joie de venir vous parler aujourd'hui du pardon et plus spécifiquement du pardon à soi dans Bien-être par AirZen. Bienvenue dans Bien-être par AirZen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi intime qu'universel, le pardon, mais le pardon envers soi-même. Mon invité est Olivier Clerc, écrivain, philosophe. Depuis de nombreuses années, il s'intéresse aux questions liées au développement personnel, à la spiritualité et aux mécanismes du pardon. Il est notamment connu pour avoir contribué à faire connaître en France les cercles du pardon, des rencontres ouvertes à tous où l'on vient vivre une expérience autour du pardon dans un cadre guidé et bienveillant. On aura l'occasion d'en reparler avec lui tout à l'heure. Dans son livre « Le pardon à soi », Olivier Clerc s'intéresse à une question que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Pourquoi est-il souvent plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même ? Car derrière beaucoup de nos souffrances, il y a parfois cette petite voix intérieure qui juge, qui accuse, qui condamne, ce que l'auteur appelle notre juge intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette mécanique intérieure et surtout comment il est possible, peu à peu, de retrouver une relation apaisée avec soi-même. Olivier Clerc, bonjour et merci d'être avec nous dans Bien-être par AirZen. Eh bien, avec grande joie, bonjour Emeline. Est-ce qu'il y a des choses à cette présentation de vous-même que vous voudriez modifier, apporter ? Juste un détail, en fait, j'ai pas contribué à faire connaître les cercles de pardon, c'est moi qui les ai créés, ils n'existaient pas avant. Voilà, un tout petit détail. Un tout petit détail au passage comme ça, voilà. J'ai pas osé vous présenter comme ça parce que je regardais, je me dis mais il y a les cercles du pardon international aussi, donc il y a une petite confusion de ma part. C'est vous aussi. C'est moi qui ai démarré tout ça, ouais. Bon, alors ça tombe bien parce que à propos de démarrer, on part là-dessus. Donc vous allez pouvoir apporter toutes les précisions que vous voulez. Les cercles du pardon, évidemment, avant de parler de votre livre, on ne peut pas passer à côté de ces cercles de pardon. Qu'est-ce que c'est exactement pour celles et ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler ? Alors, on va faire une petite chronologie rapide. J'ai la chance de découvrir le livre Les 4 accords Toltec en 98, alors qu'ils ne sont même pas connus aux États-Unis, de les traduire et de les publier en français. Ensuite, de partir rencontrer Miguel Ruiz au Mexique. C'est là que je vais avoir une expérience fondatrice sur le pardon qui va changer ma vie. Je mettrai 10 ans à la raconter dans un livre qui s'appelle Le don du pardon, paru chez Très Daniel. Et à peine le livre sorti, on m'a demandé d'animer des ateliers, ce que je n'avais pas du tout prévu. Donc, je commence à animer des ateliers. Et au bout de 2 ans, la demande d'atelier est telle que je me dis, mais je ne peux pas être tout seul à faire ça. Donc, il existe des cercles d'hommes, des cercles de femmes, des cercles de guérison, des cercles de prière. Je me dis, peut-être qu'on pourrait créer des cercles de pardon et essayer de condenser en 2-3 heures ce que je faisais dans un atelier de 2 jours. Et donc, les cercles de pardon sont nés en décembre 2012. Et là où je m'imaginais qu'il y en aurait peut-être une dizaine, une vingtaine, et ben aujourd'hui, avec un recul de 13 ans, on a formé plus de 800 personnes à animer des cercles comme ça dans une quinzaine de pays. Et comment ça se déroule concrètement un cercle de pardon ? Alors ça se déroule très bien, merci. Fin de l'interview, voilà. Alors, c'est à la fois une boutade et à la fois c'en est pas une, dans le sens où je veux pas que les gens intellectualisent le processus. Un gamin de 10 ans, il peut avoir lu 20 livres sur la sexualité, il saura pas ce que c'est que la sexualité tant qu'il l'aura pas vécu. Les cercles de pardon, si je raconte, les gens vont intellectualiser. Ce que je peux dire simplement, c'est que ce que j'ai décrit dans mes différents livres, Le don du pardon, Peut-on tout pardonner, maintenant dans celui-là, Le pardon à soi, c'est 4 étapes successives de pardon. C'est ça qu'on met en œuvre dans un rituel qui dure entre 2 et 3 heures et qui permet pour le coup aux gens de vivre ce que c'est que le pardon, pas d'en discuter, d'imaginer, etc., mais d'avoir un vécu de première main. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça a eu autant de succès, c'est que les gens sont tellement touchés par ce qu'ils vivent en si peu de temps que souvent ils reviennent vers nous ensuite en disant « mais moi, est-ce que je peux en créer un dans ma ville, mon village, mon canton, mon département ?» Et c'est comme ça que ça a fait tache d'huile au fil des ans.
Vous venez de le dire, en fait, il y a 4 étapes. Le pardon aux autres, d'ailleurs vous avez écrit jusqu'alors sur chacune de ces étapes, là c'est la dernière qui arrive. Il y a d'abord le pardon aux autres, le pardon à ses boucs émissaires, le pardon à plus grand que soi, et la dernière étape, le pardon à soi. Ouais. C'est l'objet du livre, c'est l'objet aussi de votre venue aujourd'hui sur RZN Radio. C'est visiblement l'étape la plus compliquée, se pardonner à soi-même. Oui, c'est étonnant, hein, mais on le voit autour de soi, on le voit peut-être parfois soi-même. Il y a des gens qui ont réussi à pardonner toutes sortes de choses assez moches aux autres, et qui en même temps diront « mais moi je me pardonnerai jamais d'avoir dit ceci, d'avoir fait cela », et vont passer des années, sinon des décennies, à s'en vouloir, à se juger, à se faire du mal, à se critiquer, à se ratatiner, au lieu de se dire « bon, des erreurs on en fait tous, ça fait juste partie du fait d'être humain ». La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs, et comment on avance, comment on répare, comment on grandit. Et puis le pire c'est les gens qui s'en veulent alors qu'en fait ils ont été victimes de violences. On voit beaucoup ça, hein, des gens qui ont subi des abus, mais qui se disent oh, « c'est certainement de ma faute ». Et donc ils sont dans une situation encore pire, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont commis quelque chose de répréhensible, ils l'ont subi, ils en sont les victimes, mais ils sont quand même dans une démarche de jugement envers soi. Dans votre livre, vous écrivez « Rien ne provoque de transformation aussi profonde, bénéfique et durable que le pardon ». Quand vous parlez d'une transformation aussi profonde, à quoi vous faites référence ? Je veux dire qu'il y a des fois, moi je baigne dans le monde du développement personnel depuis plus de 45 ans, des stages, des expériences, j'en ai vu plein, et il y a des fois des choses qui sont un peu comme un feu de paille. C'est-à-dire que sur le moment, waouh, on est enthousiaste, et puis 3 semaines après, qu'est-ce qu'il en reste ? Des fois, pas grand-chose. Parce que c'était quelque chose d'assez superficiel, d'assez circonstanciel. Moi, ce que je vois dans le pardon, c'est que les gens viennent guérir des choses en profondeur. C'est pas de la symptomatique, c'est pas j'ai un bouton, je mets une pommade dessus, mais je m'interroge pas sur le fait que j'ai le foie, par exemple, complètement intoxiqué. Non, là, on va vraiment guérir, c'est-à-dire aller travailler en profondeur sur ce qui fait qu'on se pourrit la vie, sur ce qui fait qu'on est dans le jugement. Et les changements, moi, aujourd'hui, j'ai un recul d'abord sur le nombre de personnes qui est assez considérable, et puis sur le temps, il y a des gens, je les vois cheminer depuis 15 ans là-dedans, et je vois comment ça les a durablement et profondément transformés. Moi, ce qui me fait du bien en vous entendant, c'est que là, vous venez de le dire, je vois des gens cheminer depuis 15 ans. Et on a tendance, ces dernières années notamment, à croire qu'il y a des méthodes de développement personnel qui sont un petit peu magiques et que les choses se font du jour au lendemain. Je crois que c'est important aussi, c'est l'objet d'ailleurs de cette émission Bien-être par RZN, de se rendre compte qu'il y a une notion aussi de travail, de régularité aussi, Bien sûr. d'intensité dans ce qu'on a à traverser. Voilà, moi ça fait des années que je m'inscris en faux contre ce marketing à l'américaine qui veut nous croire qu'on peut tout changer tout de suite et sans effort. Clac, un week-end et puis j'ai l'abondance cosmique. Le week-end suivant, j'ouvre mes chakras. Puis le 3e, je rencontre l'âme sœur. Bon, avec le recul de plus de 40 ans, j'ai jamais vu personne pour qui c'est marché comme ça. Par contre, ce que je vois, oui, c'est des gens s'inscrire dans un chemin. Et moi, je compare ça aux arts martiaux ou à la musique. Moi, je fais du piano. Il m'a fallu 6 ans pour jouer ma première mazurka de Chopin. Et puis, peut-être qu'il en faut 10 pour maîtriser des études. On ne devient pas ceinture noire d'aïkido ou de judo en un week-end. On inscrit ça dans la durée. Et j'aime bien parce que Mars, c'est le dieu de la guerre, arts martiaux. Moi, je dis, faut cultiver les arts vénusiens pareil. Alors, les arts vénusiens, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est la douceur, la gentillesse, c'est le pardon, c'est la gratitude. Et je dis, mais si vous pratiquez ça régulièrement, vous verrez, dans 3 ans, vous serez ceinture orange de gratitude. Et puis, dans 5 ans, vous serez ceinture bleue de pardon. Mais quelqu'un a dit, j'aime beaucoup cette phrase, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est-à-dire, ce qu'on fait vite fait, ça ne dure pas. Ce qu'on inscrit dans la durée, qu'on prend le temps de cultiver, d'approfondir, un jour on se dit, il y a vraiment quelque chose qui s'est profondément inscrit en moi et dont je vois les bénéfices durablement. C'est un peu comme l'hygiène. J'entends, on se dit pas, tiens, je vais me laver les dents pendant quelques temps, ou puis après j'arrête, ou je vais prendre une douche, puis après c'est bon. Il y a une hygiène physique qu'on a tous inscrit dans nos vies. Moi, ce qui m'intéresse avec le pardon, c'est de dire, est-ce qu'on n'a pas besoin de la même hygiène au niveau du cœur ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder des vieilles émotions qui fermentent dans un coin, dans notre cœur, et qui sentent pas très bon ? Est-ce qu'on n'a pas autant besoin d'une douche du cœur, d'une hygiène émotionnelle que d'hygiène physique ? Peut-être que dans 10, 20, 50 ans, je sais pas quand, on trouvera que l'hygiène émotionnelle, l'hygiène du cœur est aussi importante que l'hygiène du corps. Il a fallu du temps pour installer ça. Il y a une époque, j'aime bien raconter que dans les palaces d'autrefois, il y avait une salle de bain par étage.
par étage, pas par chambre. Aujourd'hui, le plus minable des hôtels, il a sa douche. Donc ça veut dire qu'à une époque, l'hygiène physique, c'était pas si important que ça. Vous êtes au bon endroit. Quand je vous vois nous parler du verre à moitié plein, c'est ce qu'on fait sur RZN Radio. J'aime beaucoup me dire que vous êtes effectivement dans ce studio avec moi, qu'on va continuer à cheminer ensemble. Autour de votre livre, Le pardon à soi, Olivier Clerc, vous évoquez un personnage intérieur que beaucoup de personnes reconnaîtront, le juge intérieur. Alors, qui est ce juge intérieur ? D'où est-ce qu'il vient ? Alors, c'est une bonne question de dire où est-ce qu'il vient, parce qu'au départ, quand on est enfant, quand on vient au monde, on n'a pas ce juge intérieur. C'est quelque chose qui va se construire, qui va se développer en nous. Comment ? Simplement parce que notre entourage, avec les meilleures intentions du monde, nos parents, les adultes, les profs, parfois des frères et sœurs plus âgés, nous font des commentaires, t'es nul, t'es ceci, t'es cela, etc. Et puis, à force, nous, on va intégrer ça. Et donc, un jour, on a une voix que les gens s'imaginent d'ailleurs être la voix de leur conscience, voire chez les religieux, peut-être qu'on en reparlera, la voix de Dieu lui-même en nous, qui est là pour nous sermonner, nous montrer tout ce qu'on a mal fait, etc. Et ce juge intérieur, chez la plupart d'entre nous, il nous pourrit la vie. Voilà. Et dans mon livre, Le pardon à soi, je me suis amusé à montrer qu'en fait, ce terme de juge intérieur est en fait inexact, est usurpé, et que se tient à la place d'un véritable juge en nous, un personnage qui n'a aucune raison d'être là. On peut le dire ou pas, qui c'est ? J'avais créé un petit suspense. Un petit suspense, oui. Mais je me dis quand même, pour qu'on comprenne vraiment, qu'on aille au bout. En fait, j'ai utilisé cette image et c'est drôle parce que depuis, je l'ai vu dans 2 autres livres et je me suis dit, elle est vraiment dans l'air du temps. Je pense qu'on a tellement vu de films américains ou français qui se passent au tribunal. Et donc, on a le juge, évidemment. On a d'un côté l'accusation, incarnée par le procureur, puis de l'autre, la défense, incarnée par l'avocat. Et en m'intéressant à ce sujet du pardon, je me suis dit, mais dans notre tribunal intérieur, ça se passe comment ? Et tout d'un coup, je regarde, et au lieu d'avoir 3 personnages, il n'y en a qu'un. Il y a le procureur qui s'est assis à la place du juge. L'avocat, qui était un petit avocat commis d'office, pas très compétent, on l'a congédié. Et il n'y a pas cette idée d'écouter à la fois une vision objective de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, puis en même temps d'aller chercher avec empathie, avec compassion, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a subi, qu'est-ce qui nous a amené un jour à être ce qu'on est et à faire ce qu'on a fait. Donc on n'a plus qu'à... Il ne faut pas parler de juge intérieur, en fait, il faut parler de procureur intérieur. Ce procureur intérieur, j'en ai parlé avant de vous rencontrer, à plein de gens de mon entourage. Cette petite voix qu'on a parfois à l'intérieur de nous quand on tente quelque chose, par exemple, qui nous dit « t'y arriveras pas, pourquoi t'étais pas débrouillé comme ça, tu fais pas assez ». Et parfois, certains ont commencé à froncer les sourcils et puis en réfléchissant bien, ils ont commencé à réussir à identifier. Pour certains, c'était la voix de leur père, de leur mère, de leur tante, de leur grand-mère, d'un patron qu'ils ont croisé sur leur chemin. À quel moment cette voix de ce fameux procureur, finalement, qui est plus le juge intérieur, elle arrive dans notre vie dès l'enfance, en fait ? Oui, je pense que c'est à peu près certain qu'elle se constitue progressivement dans l'enfance à travers les jugements dont on fait l'objet. Et il faut bien voir une chose, on vit dans une culture du jugement. On est tous d'ailleurs des Lucky Luke du jugement, où on juge plus vite que notre ombre, tout et n'importe quoi. On lit les journaux, les gens, on les connaît depuis 2 secondes que déjà on a un avis. Et identifier déjà ça... moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « J'arrête de, entre parenthèses, me juger » chez Erol, qui s'est inscrit entre 2 de mes livres sur le pardon. C'est pas un hasard. C'est que travailler sur le pardon, c'est aussi venir désamorcer cette habitude de juger beaucoup trop vite, et puis développer petit à petit de l'empathie, de la compréhension, de la compassion, arriver à établir un climat en soi qui soit quand même très, très différent de celui d'origine. Vous avez fait évidemment tout un travail autour du pardon, hein, c'est vraiment l'essence aussi de ce que vous proposez. On le rappelle un peu, dans ce que vous proposez, il y a 4 étapes au pardon. Le pardon aux autres, le pardon à ses boucs émissaires, le pardon à plus grand que soi, et aujourd'hui on parle du pardon à soi, une étape quand même clé, très difficile, pareil. Hein, je me suis beaucoup questionnée, on a parfois plus de facilité à pardonner aux autres qu'à soi-même. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se pardonner ? Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a une peur sous-jacente, c'est de se dire, si jamais j'ai pas cette espèce de juge intérieur ou de sergent-chef militaire à l'intérieur de moi,
je vais m'avachir, je vais devenir une chiffre molle, je serai plus bon à rien. Il faut se battre pour réussir dans la vie, et donc il faut que j'aie un espèce de coach intérieur impitoyable pour m'amener à me dépasser. Et ça, je pense que c'est juste une croyance. La preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui ont grandi dans d'autres conditions différemment et qui réussissent non seulement aussi bien, mais mieux que ceux qui passent leur temps à être dans ce que je nomme une guerre intérieure. La plupart d'entre nous, on est en guerre avec soi. Le sous-titre de mon livre, En finir avec nos guerres intérieures, il est vraiment délibérément choisi pour ça, c'est-à-dire nous amener à nous rendre compte qu'au lieu d'être au lieu d'être bien, on a des parties de nous qui se livrent une guerre perpétuelle. Il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment troublée dans votre livre, votre travail de manière générale, c'est la notion dont j'avais encore jamais entendu parler, c'est la notion du pardon inversé. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors c'est marrant parce que ce nom de pardon inversé, je le dois à une grande amie qui est Mina Goll, elle-même autrice d'un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon chez Trey Daniel, qui a vécu une histoire incroyable. Et elle s'est formée à animer des cercles de pardon, et quand elle en parle, elle évoque souvent ce pardon inversé. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai appris de Miguel Ruiz, c'est pas à pardonner, c'est à demander pardon. Les 4 étapes sont 4 manières différentes de demander pardon. Alors évidemment, il y a un truc complètement contre-intuitif là-dedans. Donc il y a une partie de nous qui dit attends, là ça va pas là. C'est les autres qui m'ont fait des vacheries, c'est les autres qui m'ont blessé, c'est les autres qui ont abusé de moi, c'est eux qui vont s'excuser, c'est eux qui vont me demander pardon et qui vont réparer. Donc au départ, ça paraît complètement contre-intuitif. Mais en réalité, aujourd'hui, je pense la façon dans la plus simple dont je pourrais expliquer ça, c'est que, et ça va paraître paradoxal, je ne crois pas aujourd'hui qu'on soit capable, nous, de pardonner. En tout cas, l'ego, le petit moi, il est incapable de ça. Et dans ce renversement de posture, dans ce pardon inversé où je demande pardon, c'est comme si je baisse les armes, je capitule, je crée une brèche dans mon armure, et à travers cette brèche, je peux être traversé par les eaux du pardon. Mais le pardon, en réalité, j'arrête pas de dire ça, il est plus grand que nous. Le pardon, c'est comme la vie. Est-ce que je décide d'être en vie ? Est-ce que c'est lié à ma volonté ? Non. La vie m'habite, du coup, je peux bouger, parler, faire des choses. L'amour me traverse. Je décide pas, je vais tomber amoureux de lui ou d'elle, tout d'un coup, je suis traversé par ça, et puis c'est merveilleux, parce que l'amour veut bien passer à travers moi. Eh bien, le pardon, c'est la même chose. On peut créer les conditions pour être traversé par le pardon. Et le paradoxe, c'est que demander pardon, cette posture qu'on met en œuvre d'une façon qui surprend, mais qui bouleverse les gens, permet de enfin toucher quelque chose qui nous restait inaccessible tant qu'on essayait soi-même de pardonner. Vous ne le voyez pas parce que c'est de la radio, ou même si vous nous regardez en version filmée, je ne me montre pas, je ne suis juste qu'une voix, et pourtant je fronce les sourcils. Il y a une part de moi qui entend ce que vous venez d'expliquer, et une autre qui résiste. Le pardon inversé, par exemple, j'essaye de le rendre concret, me dire que potentiellement quelqu'un qui m'aurait fait du mal dans mon entourage, c'est moi qui vais aller lui demander pardon ? Alors ça paraît être ça au début, mais en réalité, quand on pratique ça, ce qu'on voit, c'est qu'on se rend compte qu'on a utilisé ce qui nous a été fait il y a une semaine, il y a 5 ans, il y a 10 ans, pour garder son cœur fermé. Je donne une analogie. Quelqu'un m'agresse dans la rue, il me donne un coup de cutter dans le bras, j'ai une belle plaie. Et moi, en fait, à partir de ce jour-là, je vais passer mon temps à exhiber cette plaie en disant « Vous avez vu ce qu'il m'a fait ? Vous avez vu comment ça saigne ? Vous avez vu comment les tissus sont déchirés ?» Donc lui, il m'a agressé au cutter il y a 10 ans, mais moi, ça fait 10 ans que j'empêche la plaie de cicatriser. Ça fait 10 ans en plus que je me dis, moi je vais rester assis sur le trottoir là, je vais saigner, je vais avoir mal, puis je vais dire à mon agresseur qui s'enfuit, je vais rester là, je vais avoir mal, je vais saigner, bien fait pour toi. C'est-à-dire qu'on croit quelque part qu'en gardant sa colère, en gardant son ressentiment, en gardant rancune, qu'on fait du mal à la personne qui nous a fait du mal. Il y a un moment, et c'est pour ça souvent je dis, je promeux un pardon 2.0 très différent du pardon 1.0, il y a un moment où on comprend que le pardon, ça ne concerne que nous. Le pardon, je le définis comme la guérison des blessures du cœur. J'ai le cœur blessé, j'ai le cœur en miettes, j'ai des abcès, j'ai des cicatrices. J'ai envie de guérir. J'ai envie de pouvoir aimer de nouveau. J'ai envie de pouvoir rire, j'ai envie de pouvoir connaître la joie. Et ça ne dépend que de moi, ça ne dépend pas de mon agresseur. Et dans cette inversion, le paradoxe, c'est que je trouve l'entrée que je cherchais depuis des années vers cette guérison du cœur, vers ce respect du cœur. Ça demande un retournement des méninges, mais qui ouvre une porte là où on imaginait qu'il n'y en avait aucune.
comment vous en êtes arrivé à trouver cette idée du pardon inversé? Parce que vous êtes auteur, mais philosophe aussi. Et donc, je me dis, waouh, en fait, c'est parce que vous avez réfléchi à des concepts. Non, comment ça se passe? Non, tu sais que tout simplement, après avoir traduit les accords Toltec de Miguel Ruiz, je pars au Mexique. Parce que moi, j'aime bien rencontrer les gens derrière les livres. J'ai une phrase bateau que j'utilise depuis 30 ans. Je dis, moi, j'achète pas de lotion pour faire pousser les cheveux à quelqu'un qui est chauve. Donc, j'ai envie que les gens incarnent ce qu'ils ont envie de m'enseigner. Comment le savoir? Allons les rencontrer. Donc, Miguel, je le rencontre en 99 au Mexique, avec l'idée d'approfondir les accords Toltec. Sauf que, surprise, le deuxième jour que je suis là-bas, à Teotihuacan, il me fait vivre une expérience de pardon qui est basée sur ce renversement. En plus, il me donne zéro explication. Il me plonge là-dedans. Et en le vivant, tout d'un coup, je me dis, waouh! Ouais, j'avais pas du tout imaginé que ça créait ça, que ça ouvrait ça, que ça libérait ça à l'intérieur de moi. Voilà. Et avant que je quitte le Mexique, Miguel, qui savait que j'étais auteur, il me dit, t'as un nouveau bouquin à écrire. J'ai mis 10 ans quand même à le faire, 2009. Et puis en fait, c'est la publication de ce livre qui a démarré tout ça. Et ensuite, moi, j'ai simplement partagé avec d'autres ce que j'avais vécu. Et aujourd'hui, c'est entre 150 et 200 000 personnes qui ont vécu un cercle de pardon et qui ont pu voir qu'est-ce que ça ouvrait à l'intérieur, qu'est-ce que ça libérait d'être dans cette posture-là, qui est une posture d'humilité. C'est pas du haut de ma tour d'ivoire, moi, je veux bien, dans ma grande mansuétude, dans mon infinie miséricorde, te pardonner, sous-entendu toi, petite chose, avec une certaine supériorité morale chez moi. On n'est pas là-dedans. Humus, la terre, ça a donné humain, ça a donné humilité. C'est retrouver une posture où on reconnaît dans l'autre finalement quelqu'un qui aurait pu être moi hier ou demain. Comme disait, comment il s'appelle, Goldman, si j'étais né en 17 à Heidenstadt. Est-ce que je suis vraiment en mesure de juger le pourquoi du comment des actes des autres? Bien sûr, il y a des tas de choses malheureuses, dramatiques qui se font tous les jours, mais le grand défi, c'est de pouvoir continuer à vivre et à aimer malgré tout ce qui se passe autour de nous. Bien-être par Erzen aujourd'hui avec le philosophe et écrivain Olivier Clerc. Nous parlons de son livre Le pardon à soi. Je me suis posé pas mal de questions évidemment, Olivier. Est-ce que se pardonner signifie tout accepter de soi? Ça signifie en tout cas faire la paix avec qui on est. Le 2e ou 3e chapitre, je ne sais plus, de mon livre parle de cette image idéalisée qu'on a tous de nous-mêmes. L'Olivier parfait, l'Emeline parfaite, donc le père parfait, la maman parfaite, le collègue parfait, le voisin parfait, et quelque chose qu'on essaye d'atteindre, mais qui est d'autant plus inatteignable que c'est complètement irréaliste. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la réalité, on essaye de devenir quelque chose qu'on ne sera jamais. Le pardon, il nous amène un moment à nous dire, en fait, je suis un être humain complet, de la même manière qu'un arbre, il a un tronc, il a des racines, il a des branches. Moi aussi, j'ai des racines. J'ai un moi, le tronc, j'ai un soi, les branches, les fruits, les belles choses que j'apporte aux autres. Mais j'ai des racines profondes qui plongent sous terre, ce qu'on appelle l'ombre, en langage psychanalytique ou jungien. Et il faut que je compose avec tout ça. Si j'arrive à produire des fruits, c'est aussi parce que j'ai cette partie-là. Et le jour où on arrête de nier ça, le jour où on arrive à apprivoiser tout ce qu'on est, ça change tout. On n'est plus en guerre à l'intérieur, on essaie vraiment de tirer le meilleur parti de tout ce qu'on est. Et cette alchimie-là, moi, quand je la vois, je dis toujours que le pardon m'a fait rencontrer les gens les plus géniaux de ma vie depuis 15 ans, parce que ce sont des gens qui ont transformé le plomb en or, qui ont transformé le pire des épreuves qu'ils ont subies en paillettes d'or qu'ils distribuent autour d'eux. Donc oui, ça nous permet de nous accepter tels que nous sommes, de se dire, être humain, c'est faire des bourdes, c'est faire des conneries, c'est être maladroit, mais c'est aussi être capable d'en prendre conscience et puis d'utiliser ça pour grandir, pour acquérir plus de compréhension, plus de compassion face aux erreurs des autres. Et je crois que notre chemin, il est là, il n'est pas de devenir des anges, on dit qui fait l'ange fait la bête, il est d'intégrer cette position intermédiaire entre le ciel et la terre qui est caractéristique d'être humain. Et est-ce qu'on peut du coup se pardonner sans culpabiliser? Est-ce que cette étape de culpabilité peut être sautée ou elle fait partie du processus? Alors, je crois que se culpabiliser, la plupart d'entre nous, on a un doctorat là-dedans. On est très, très, très doué pour s'en vouloir, se culpabiliser, se juger, avoir des regrets, des remords. Le pardon, c'est la fin de ça. C'est le moment où on peut regarder tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait,
et puis accueillir tout ça, intégrer tout ça dans l'homme ou la femme qu'on est aujourd'hui maintenant et qu'on ne serait pas si on n'avait pas commis ces erreurs-là. Alors ce qui est drôle, c'est que ça nous touche quand on voit des films, quand on voit des séries, quand on voit toutes sortes de héros, et Dieu sait si des bourdes et des erreurs et des drames ils en ont fait, mais on trouve ça touchant de voir qu'ils sont devenus ces êtres qui nous inspirent. Mais on a la possibilité de faire ça avec nous-mêmes, de se dire, mais si j'avais pas commis cette erreur-là, mais je serais devenu quelqu'un de puant, de prétentieux, d'arrogant, mais face à mes propres erreurs, face à mes propres manquements, mais qui je suis pour demander aux gens d'être parfaits autour de moi ? Olivier, il y a aussi vous allez vous en rendre compte quand vous lirez le livre d'Olivier Clerc qui s'appelle Le pardon à soi. Ça m'était déjà arrivé avec certains de vos autres livres, Olivier. Il y a des phrases comme ça qui nous font cheminer. Vous écrivez « Les limites que vous mettez à vos propres mauvais traitements envers vous-même sont exactement celles que vous tolérerez de la part d'autrui. » Ok, ouais. Donc là... Alors déjà, on va rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que cette phrase, à l'origine, elle est de Miguel Ruiz, et je pense que je dois le préciser dans mon livre. Oui. Elle vient des accords Toltec, et elle m'avait percuté moi aussi la première fois que je l'ai lu en 98, ça date, parce que tout d'un coup, elle m'a semblé comme une évidence, c'est-à-dire que si je ne m'aime pas, si je me trouve nul, si j'arrête pas de me fustiger, de m'en vouloir, etc., je vais tolérer de la part des autres le même niveau de mauvais traitement envers moi. C'est-à-dire que si on me parle mal, si on a des violences verbales, voire même physiques, je me dis, de toute façon, je le mérite bien, de toute façon, vu ce que je suis, etc. Et Miguel précise dans le paragraphe suivant, dans son livre, il dit, ce n'est que lorsque les gens vont dépasser le niveau de mauvais traitement que vous avez envers vous-même, que vous allez dire stop. Alors imaginez que vous avez un niveau très élevé, mais vous avez toléré de la part d'autrui des comportements qui sont inacceptables. Et à l'inverse, je pense qu'on a tous connu, moi j'ai tout de suite des exemples qui remontent à loin dans ma vie, de gens où jamais on n'oserait leur tenir des propos déplacés, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est tout à fait capable de poser des limites très claires. Mais si nous, on a, symboliquement parlant, une propriété, il n'y a pas de haie, il n'y a pas de barrière, on laisse n'importe qui entrer, piétiner nos salades, nos fleurs, etc. Pourquoi ? Parce que déjà, nous, on ne se respecte pas. Nous, on ne s'aime pas. Donc, à l'inverse, plus on chemine vers l'unité en soi, vers ce pardon à soi, vers le fait de faire la paix en soi, et plus il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous, il y a des brèches qui se ferment, et on ne va pas laisser n'importe qui venir nous maltraiter. Donc ça, c'est un des cadeaux énormes que fait le pardon, c'est de retrouver son intégrité. Olivier Clerc, il y a aussi une dernière question que je voulais vous poser, puisque vous êtes un précurseur ici en France. Ça fait plus de 40 ans que vous ouvrez la voie du développement personnel. Vous la traversez, cette voie, mais vous l'ouvrez aussi pour nous, puisque vous partagez à travers toutes vos expériences, vos livres aussi, énormément. Et je me dis qu'il y a souvent une aura autour des gens qui prennent la parole dans le développement personnel. Et je me pose toujours la question de la cohérence, parce que ça demande un niveau d'exigence énorme d'être cohérent entre ce qu'on dit dans ces livres et ce qu'on incarne au quotidien. Comment vous faites ça ? Comment vous vous alignez sur cette cohérence ? Alors, d'abord, la cohérence, effectivement, moi, c'est un terme qui m'est très cher. C'est pour ça que je disais que moi, je suis allé rencontrer des auteurs pour voir si eux étaient cohérents ou pas. Et cohérents, faut pas l'écrire CO, trait d'union, errant, comme ceux qui errent ensemble. Et du coup, effectivement, moi, je me suis imposé, et j'emploie exprès ce mot, imposer cette exigence pendant longtemps. C'est-à-dire que j'ai été aussi des fois très dur avec moi. C'est-à-dire que si tout d'un coup, par exemple, j'avais une tension relationnelle importante, c'est tout juste si j'annulais pas mon prochain atelier ou ma prochaine conférence en me disant oh, « mais je suis plus légitime pour en parler ». Et le pardon à soi, c'est aussi de se dire « bon, mais je tends vers ça ». Je suis en chemin, je mine chaque jour, j'essaye d'améliorer des choses en moi. Mais une des choses que j'ai apprises avec le pardon à soi, c'est que je vise plus la perfection aujourd'hui, je vise la plénitude. La perfection, je pense que c'est un terme qui nous a foutu dedans, mais quelque chose de grave. Et on essaie d'atteindre un idéal, mais complètement impossible. Mais si on prend nos enfants, est-ce qu'ils sont parfaits ? Non, mais on les adore comme ils sont. Nos chiens, nos chats, nos animaux domestiques, est-ce qu'ils sont parfaits ? Est-ce qu'ils ressemblent à la version idéalisée qu'on trouve dans un livre sur les animaux ? Non, mais on les aime comme ils sont. Et le but, c'est pas de devenir parfait.
Le but, si on est un gland, c'est de devenir un chêne, c'est-à-dire de réaliser pleinement le potentiel qu'on a. Mais les chênes, il y en a qui ont des branches qui sont cassées, qui ont été foudroyées. On s'en fout. Du moment qu'ils donnent des glands, du moment qu'ils donnent de l'ombre, du moment que les amoureux peuvent y inscrire leur nom dans leur écorce, on les aime comme ça. Et de remplacer cette idée de perfection par cette idée de plénitude, ça permet à la fois de s'efforcer, être le plus cohérent possible. Moi, je suis toujours en chemin. Mais je reconnais que dans le chemin, des fois, il y a des trous, des fois, on tombe, on se relève, et puis on continue. Et puis, on accepte que ça fait partie du cheminement, justement. Et sur le chemin aussi, parfois, quand on trébuche, on est souvent rassuré d'avoir des petits compagnons qu'on appelle des livres. En tout cas, c'est mon cas. Il y a des livres qui ont changé véritablement ma vie. Là, par exemple, je suis vraiment interpellée par votre livre qui s'appelle Le pardon à soi, qui est sorti aux éditions Le Duc. À bientôt, Olivier Clerc. Merci beaucoup pour cet échange dans Bien-être par RZN. Merci beaucoup, Emeline. J'ai passé un très joli moment.